Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici parti pour une nouvelle émission de Coupe-Fil. Voilà, avec Catherine Beaumont aujourd'hui. Bonjour, qui va m'accompagner pendant cette heure consacrée à l'art contemporain, mais pas que. Et aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités. Nous avons Lies Amadouche, qui est artiste, qui a été en résidence au Collège des Bernardins et qui a une exposition en ce moment au collège, mais aussi à la galerie MC2. Bonjour Lies. Bonjour. Et puis... Mathieu Taravella, voilà. qui en fait s'occupe de la galerie Sakura. Voilà. Bonjour. Pour une exposition qui s'appelle Bang Bang. Voilà, et Mathieu que nous allons voir. Voilà. Tout Bonjour. à fait. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Et ensuite, nous aurons aussi en actualité l'exposition Piero Fornasetti aux Arts Décoratifs. Nous aurons aussi... Une expo qui est au Crédit Municipal, qui s'appelle Sur les murs, c'est les 50 ans d'art urbain. Absolument. Et puis, nous finirons l'émission avec une exposition qui se tiendra à La Ruche à partir du 15 mai. Tout à fait. Voilà, donc une émission encore très riche. Nous allons commencer avec la galerie Sakura et Mathieu Taravella. Oui, bonjour Pierre. Alors, bonjour Mathieu. Ouais. Vous m'entendez ? Ouais, très bien. Oui, c'est bon. C'est moi qui ne vous entends pas, pardon. Mathieu, donc vous êtes le directeur de la galerie, j'allais dire Taravella, mais non, la galerie Sakura. Pardon, qui est installée rue des Jeuneurs, dans le 2e arrondissement. Alors, pas loin, c'est pas le bon arrondissement ni la bonne rue. Rue du Bourg-Thibourg, dans le 4e, hein, c'est ça. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai donné le nom de l'agence de communication. Rien à voir, ça commence bien. Donc, pardon, rue du Bourg-Thibourg, donc oui, absolument pas rue des Jeuneurs. Vous présentez une exposition qui s'appelle Bang Bang en ce moment. Oui, absolument. On est depuis le 18 mars. On expose on a monté une exposition qui détourne en fait le western, et le western et les mythes du western, les cowboys, les indiens, tout ça, sont réinterprétés par une quinzaine d'artistes. On a des photographes, des sculpteurs, des illustrateurs et des peintres. Qu'est-ce qui vous a donné en fait l'envie de faire cette exposition sur le western ? Alors, c'est vraiment c'est au détour d'une soirée en regardant Le Monde à la brute et le truand. On s'est dit que c'était finalement, je me suis dit que c'était finalement visuellement quand même assez compatible avec les modes d'aujourd'hui, que le western c'est quand même il y a un fil rouge qui reste depuis des années. Il y a des anciens westerns comme des westerns qui continuent de sortir aujourd'hui, et donc on s'était dit que ce serait sympathique de proposer aux artistes avec qui on travaille d'habitude de travailler sur le sujet, et aussi de réunir des artistes qui avaient déjà travaillé sur le sujet et de leur permettre d'exposer chez nous. C'est une grosse galerie, puisque je crois qu'elle fait 200 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 200 mètres carrés. Donc rue du Bourg-Thibourg, et l'exposition se répartit sur à peu près les 2/3 de cette surface. D'accord, il y a plusieurs thèmes. Comment est-ce qu'on la visite, cette exposition ? Le mieux, c'est de passer, on est ouvert de midi à 20h tous les jours. C'est une exposition qui est évidemment avec une entrée libre. Donc on peut juste rentrer de la rue et visiter ça. Après, on a notre exposition donc Bang Bang sur le western qui se déroule au rez-de-chaussée, et dans une autre pièce qui se trouve au sous-sol, on a déplacé notre collection permanente qui est sur des thèmes qui sont beaucoup plus variés, mais que l'on peut toujours voir en venant. Et alors moi je voulais revenir sur la galerie Sakura. Quelle est la genèse du projet de la galerie ? Comment est née cette volonté de créer cette galerie ? Alors on est deux associés. À l'origine, la galerie était une galerie dédiée à la photographie. On est passionnés de photographie tous les deux. Et l'idée, c'était de permettre à des jeunes collectionneurs ou
des collectionneurs moins fortunés, on va dire, d'acquérir des vraies œuvres d'art. Donc les œuvres qu'on vend sont en édition limitée, en 30 exemplaires, numérotées signées, donc des vraies éditions limitées qui correspondent vraiment aux critères, avec un critère de rareté qu'on cherche, et à des prix abordables. On commence nos premiers prix sont à 65 €, et les prix les plus élevés pour tout ce qui est photographie et illustration montent jusqu'à 1 000 €. Donc on essaye de rester dans une fourchette de prix accessible. Et le choix des artistes se passe comment ? C'est par coup de cœur, c'est par... vous défrichez, vous dénichez les artistes, ou ils viennent à vous ? Comment ça se passe ? Les artistes, on va plutôt les chercher en fait en fonction des thèmes des expositions qu'on organise. Par exemple, l'exposition précédente, c'était sur le thème de Goldorak. En fait, c'est parti d'une œuvre, et on a regardé qui d'autre avait travaillé sur ce sujet, et on a rassemblé des artistes autour de ça. Pour le western, on a fait à peu près pareil. On avait un artiste aussi qui avait fait des photos dans le style un peu western. On a ensuite cherché sur le web et dans le monde entier, dans les salons de photos, qui d'autre avait travaillé sur ce thème. Et après, on a également mandaté des artistes avec lesquels on travaille fréquemment pour réaliser des œuvres sur ce thème. Alors j'ai vu que pour Bang Bang, par exemple, il y avait des artistes, il y avait un artiste turc. Oui, ça mélange beaucoup de nationalités avec. Est-ce que et c'est intéressant ça, parce qu'est-ce qu'ils ont la même vision du western que nous ? C'est ça. Il y a quand même, la vision. On a beaucoup d'artistes. On a des Turcs, des Canadiens, des Américains, on a des Français aussi. Et c'est vrai que la vision, on n'avait pas eu cette approche, mais c'est vrai qu'à y regarder, tout le monde a, en tout cas, il y a un fil rouge et il y a un trait commun, c'est la scène du duel. C'est vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde et que tout le monde a réinterprété un peu à sa sauce. Donc on retrouve souvent quand même des idées similaires, bien que ce soit des gens qui habitent aux quatre coins du monde et qui se soient jamais parlé, qui se soient jamais consultés. Donc c'est assez intéressant à voir. Mais de toute façon, le western, il y a quand même un tronc commun qui est l'histoire des États-Unis, et qui est il n'y a pas beaucoup de liberté d'interprétation. Tout le monde connaît ses classiques, et tout le monde connaît aussi les westerns contemporains comme ceux de Tarantino. Et alors justement, là, on parlait d'artistes de différentes nationalités. Quel est je ne sais pas si c'est le bon terme, le ratio entre artistes français, artistes internationaux de la galerie ? Alors la galerie, on est plutôt 90% d'étrangers et 10% de Français, je dirais, à peu près. Pour cette exposition, on est à peu près à 50-50. Pour des raisons que j'ignore, peut-être vu qu'on on avait un délai un peu court, on s'est plutôt rapproché des artistes qui étaient plus proches de nous. Donc il y a quand même à peu près une moitié de Français, mais d'habitude on travaille avec beaucoup plus d'étrangers que de Français. Et les œuvres existaient déjà, n'ont pas été produites pour l'exposition, ou certaines? Alors certaines œuvres sont inédites. Par exemple, ce bel Indien là qui est à côté de moi, je ne sais pas si vous voyez bien, ça a été fait pour l'exposition. Avec du McDonald's. C'est un artiste qui est français, qui s'appelle Alben, qui a fait donc c'est un moulage en résine avec des cornets de frites du McDo. Pardon, allez-y. Et derrière moi, il y a aussi quelques œuvres d'un graphiste qui s'appelle Vincent Rocher, qui ont été faites aussi spécialement pour l'exposition. Cet Indien, je crois qu'il y a aussi il y a aussi avec des paires d'Adidas, ou je sais plus, j'ai cru voir ça quand je l'ai visité, votre exposition. Oui, réellement, il a été décliné, le moule est commun, et après il a été décliné avec plusieurs matériaux. Donc il y a des chaussures Adidas, on le voit derrière moi, il y a des parties en vinyle, là, pardon. Tac. ou avec des couverts. Oui, c'est ça. Oui, celui-là. En fait, se sert du moule et le remplit de matériaux variés. Donc on peut trouver des photos, de la sculpture. Il y a des posters aussi, je crois. Dites-nous ce qu'il y a. Ce qu'on peut trouver. On peut trouver
oui, des photos, c'est un peu la base de ce qu'on fait. Des sculptures, ça vient en général dans le thème. Alors après, c'est des prix qui sont un peu supérieurs à ce qu'on vend d'habitude. Et on vend également des posters à bas prix de l'exposition. Donc là, on descend jusqu'à 20 € pour pouvoir repartir avec un poster de l'exposition. D'accord. Et alors, effectivement, donc vous parliez sculpture, posters, photos. Comment s'est fait le choix, justement, de présenter toutes ces œuvres ? Vous avez essayé de ne pas trop privilégier un médium, ou alors c'était comme ça, libre cours, sans arrière-pensée, sans volonté de présenter plutôt la photo ou autre ? À l'origine, on était plutôt une galerie de photos, donc on présentait quand même plutôt de la photo. Et puis, on s'est un peu orienté vers l'illustration, qui est un médium qui nous plaît beaucoup. Des dessins réalisés par ordinateur, comme ceux qui sont derrière moi. Et après, on a surtout regardé ce qui se faisait. Enfin, on a essayé de pas trop interférer quand même avec la volonté de l'artiste pour quand même voir ce qui se faisait et permettre d'exposer. Après, on a aussi quelques très grandes peintures qui sont là, mais l'essentiel de l'expo, c'est photos et illustrations. Ce qui permet de rester dans des prix abordables. Je crois qu'on peut emmener aussi les enfants, parce que en fait, je crois qu'on peut rejouer à arcade, et en fait, il y a des jeux vidéo mythiques qui sont mis en place avec des bornes customisées façon western, c'est ça ? Oui, absolument. On a des bornes d'arcade donc qui permettent de jouer à des jeux vidéo de western, mais qui datent de je sais pas, au moins 80, 20 ans. Ouais. Alors ça plaît beaucoup aux enfants, mais étonnamment, les enfants de nos jours savent plus utiliser les manettes. C'est un concept qui les dépasse, et maintenant c'est plutôt on les voit, ils touchent l'écran et ils espèrent que ça fonctionne comme ça, mais en fait c'est des bornes à l'ancienne, ça marche pas. Donc ils agrippent les deux manettes et c'est drôle comme réflexe. Ça leur plaît quand même, enfin ça les occupe, il n'y a pas de problème, ça leur plaît bien, mais c'est surtout pour les grands enfants, parce que eux apprécient beaucoup plus les bornes. Alors moi je vais revenir sur le projet de la Galerie Sakura. Vous avez aussi un site internet que je suis allé voir ce matin, et vous vendez notamment des tirages en ligne. Alors pas que les tirages, enfin là on va parler photo. Comment vous arrivez à vous positionner et comment vous vivez la concurrence avec, on va appeler ça les grandes chaînes, type Yellow Corner ou Loomas pour ce qui est de la photo ? Alors, on le vit plutôt bien. Là, on se différencie vraiment avec. Déjà, on essaye d'avoir un œil un peu plus critique, un peu plus artistique, une ligne éditoriale quand même un peu plus pointue. Et surtout, c'est dans les limites de diffusion. Donc, toutes nos œuvres sont en 30 exemplaires. Donc c'est quand même une diffusion assez restreinte. Les autres chaînes ont plutôt tendance quand même à faire des multiples à plusieurs milliers d'exemplaires. Ce qui est... Et là on s'éloigne un peu de la rareté et de l'œuvre d'art. Donc nous on propose en gros des prix qui sont similaires mais avec une diffusion qui est beaucoup plus restreinte. Les 30 exemplaires, c'est quel que soit le format, c'est ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait... Alors, pour des formats qui sont assez grands, c'est 30 exemplaires. Et après, on a des œuvres qui sont plus petites, qui sont en 250 exemplaires. Ce qui fait aussi, évidemment, baisser le prix. Mais l'essentiel de ce qu'on présente est en 30 exemplaires. D'accord. Et l'illustration, le fonctionnement est le même que pour la photo? Identique. Ouais. D'accord. Absolument. C'est 30 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. Et aussi, là où on se distingue, c'est qu'on a j'espère en tout cas, on a une connaissance vraiment des artistes. On les connaît tous de manière personnelle. On échange avec eux, on les rencontre au vernissage. Alors,
ceux qui défilent là, c'est Frank Reinhardt, donc c'est quelqu'un qui est mort il y a à peu près 80 ans, donc lui évidemment on ne connaît pas. Mais sinon, les autres artistes, on a vraiment une bonne connaissance personnelle de leur travail et on échange souvent avec eux. Oui, d'ailleurs, je vous invite à d'aller sur le site internet, puisqu'on peut commander en ligne les tirages, et effectivement, les prix sont très très attractifs pour avoir des œuvres originales et effectivement en édition limitée. C'est quoi l'adresse du site ? Mathieu ? Alors, c'est www.galerie-du-6 sakura.com. Voilà, et les délais de livraison sont courts, longs, normaux. Sont très courts. Ça varie. Si c'est des photos qu'on a en stock, on peut les avoir instantanément à la galerie. Après, ça met 2-3 jours à expédier. Et s'il faut les commander, c'est de l'ordre de 2 semaines. On expédie des œuvres partout dans le monde. Par exemple, les 3 qui sont derrière moi vont partir au Japon à la fin de la semaine. Donc, on a des clients de tous les pays ainsi que des clients français qui juste rentrent dans la galerie. Et des projets d'expansion où votre galerie vous suffit amplement avec le côté internet aussi? Déjà, on a le côté internet. Alors notre site, il a 4 ans, donc on est en train de le refaire. Donc fin juin, il y aura un tout beau site tout neuf qui sera plus au goût du jour. On a aussi une autre galerie qui se trouve à Bercy Village où on organise aujourd'hui un vernissage. Ça tombe bien qu'on vous interviewe aujourd'hui. C'est Cours des Lions, c'est ça? C'est à partir de 18h. Cours Saint-Émilion. Cours Saint-Émilion, pardon. Cours des Lions. C'est Bercy Village, ligne 14, station Cours Saint-Émilion. Ouais. C'est une exposition, là encore c'est que de l'illustration qui s'appelle Super Normaux. C'est des illustrations réalisées par un artiste qui s'appelle Guy Main et qui réinterprète les super-héros dans leur vie de tous les jours en illustration. Il va aussi signer son livre ce soir. Donc ça c'est à Bercy ce soir. Donc on a une autre galerie et on a toujours des projets d'expansion. Mais pour l'instant rien de bien prévu, mais c'est toujours dans notre tête. Et la galerie du Cours Saint-Émilion est aussi grande que celle du Bourg-Thibourg? Absolument pas, elle est 3 fois plus grande. Ah oui. Ah oui, carrément. Il faut remplir. Donc là, on a beaucoup de place pour exposer. On est un peu plus excentré, mais la dimension de la galerie fait qu'on peut vraiment se lâcher et faire des choses assez grandes. Ah oui, effectivement, il y a des performances, des choses comme ça qui sont prévues, parce que c'est vrai que c'est énorme. Enfin, ça il faut réussir à faire vivre. Faut la faire. Oui, il faut l'animer, la faire vivre. Comment vous? On a beaucoup de murs, donc ça permet d'accrocher pas mal d'œuvres. Et puis on présente aussi des sculptures. Et puis en fait, il y a beaucoup de monde qui vient, donc c'est assez. Les gens meublent pas mal l'endroit aussi. On fait des performances à l'occasion de vernissage. Là, en l'occurrence, ce jour-là, il n'y en aura pas, parce que ce sera plutôt une signature d'artiste. Mm-hmm. Mais c'est déjà arrivé qu'on fasse de la peinture ou d'autres choses lors des vernissages. Et l'exposition tient jusqu'à quand? Celle de ce soir, Guillemin, et puis Celle de ce soir, elle dure 2 mois, donc jusqu'au 5 juillet. Et celle d'ici, Bang Bang, c'est jusqu'au 18 juin. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Mathieu encore de nous avoir fait partager l'expérience sur la galerie Sakura. Et donc vous pouvez voir l'exposition Bang Bang jusqu'au 18 juin, comme disait Mathieu. Et puis c'est 21 rue du Bourg-Thibourg dans le 4e. Voilà. Et Cours Saint-Émilion ce soir pour l'exposition de l'illustrateur Guillemin. Jusqu'au 5 juillet, vous m'avez dit, c'est ça? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bon vernissage alors. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Bientôt, au revoir. Et nous allons continuer avec Piero Fornasetti aux arts décoratifs. Alors là, nous voyons Lies Amadouche. Bonjour Lies. Bonjour Lies. Ah, on ne vous entend plus. Vous
Peut-être que vous allez m'entendre à nouveau. Oui, c'est très bon, bien. Parfait. C'est parfait. Écoutez, Lias, on vous prend tout à l'heure en interview à partir de 12h30 et nous allons commencer par parler de Piero Fornasetti d'abord. Ok, super. Alors, l'exposition Piero Fornasetti, Catherine. Alors, je t'écoute. l'exposition de Piero Fornasetti, ça s'appelle La Folie Pratique, c'est au Musée des Arts Décoratifs. Donc, ça a commencé un petit moment, c'est le 11 mars, mais ça se termine le 14 juin, donc on a le temps d'y aller tranquillement. Au Musée des Arts Décoratifs. C'est une exposition, moi je dis que c'est une exposition plaisir. Alors bon, moi je connaissais pas, enfin je le connaissais, je savais pas que c'était lui. J'avais déjà vu des décorations, etc., sans savoir qui était Piero Fornasetti. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Oui, s'il te plaît. Alors donc, il y a 1000 pièces qui retracent donc la vie de ce créateur qui était peintre, décorateur, imprimeur, éditeur, collectionneur et marchand. Donc quand même une large palette. Il est né en 1913, il est décédé en 88. Voilà, vous saurez tout sur Piero Fornasetti. Voilà ce qu'il recommandait. À qui me demande des conseils pour apprendre le design, ce mythe étrange de notre époque? Je réponds, allez apprendre à dessiner le nu. Savoir dessiner à la manière des anciens permet de structurer, de projeter une chose, un objet, une voiture, un frontispice ou la page d'un livre. Voilà. Donc, il a commencé par la calligraphie. En fait, c'est un amoureux de la calligraphie. On doit avoir quelques images, je pense, qui vont arriver bientôt, je pense. On a une vidéo même. On a une vidéo. Qui est extraite. Alors c'est le site yux.com qui a fait cette vidéo teaser. Yux étant partenaire de l'exposition Fornasetti. Comme ça, donc on voit les images effectivement de cette exposition aux arts décoratifs. Très beau. En plus, le lieu s'y prête vraiment. Absolument. Alors, effectivement, il est présenté comme designer. Moi, je dirais plutôt décorateur. Décorateur, il a décoré. Oui, bien sûr. Il sait comment inspirer de la commedia dell'arte. On retrouve plein de thèmes différents, mais qui sont pris avec poésie. Je trouve ça très joli. Bon, après, ça a été décliné, donc c'est vrai qu'il y a une... parce que là, ça continue, hein, c'est les fils qui ont pris la suite. Absolument, il y a Barnaba Fornasetti notamment. Ouais. Alors, ils ont lancé... il a lancé une nouvelle collection, une ligne aussi avec... alors, je crois c'est l'éclaireur qui le présente, voilà, qui le représente. Tout à fait. Voilà, donc, effectivement, ce qui est amusant avec Fornasetti, c'est qu'il y a toujours ce travail de trompe-l'œil. Voilà, ça, c'est le fils. Et c'est très italien, quoi. Oui. C'est ça, comment dire. Il y a du soleil, voilà. Il y a du soleil. C'est très gai. Alors, on retrouve souvent un visage féminin, en fait. Je sais pas si on va voir il y a quelques photos. Je sais pas si elles peuvent passer. On n'a pas de photos. On a juste la vidéo. Ah, non, ça photos, c'est pas ça. Ça c'est sur les murs. Ça sera après. Bon. Non, pendant la vidéo, on a vu effectivement sur les assiettes. Sur les assiettes, il y a un visage féminin qui revient. Donc, il est récurrent. Ce visage, c'est celui d'une chanteuse italienne qui s'appelait Lina Calavieri, qu'il avait découvert sur la couverture d'un magazine de mode du 19e. Et en fait, il était carrément envoûté par cette femme, et on retrouve son visage décliné sur des assiettes, sur des panneaux, sur des presse-papiers, etc. Ici, on les voyait en arrière-plan. On les voyait en arrière-plan. Voilà, mais effectivement, tout du long, là, à chaque fois qu'il y a un petit visage, soit une bouche, soit voilà. C'est un elle. détail. Il était complètement obnubilé par cette femme. Donc, dans cette exposition, il y a quoi? Il y a du mobilier, des paravents, des trompe-l'œil, du tissu. En fait, c'est large, quoi. C'est des arts de la table aussi. Des arts de la table, tout à fait. Il y a une collection de plateaux il y a une pièce entièrement consacrée à des plateaux. C'est assez drôle et intéressant. Donc, il y a aussi une salle qu'il faut pas rater. Il y a une salle, en fait, qui s'appelle la Stenza Metaphysica, la salle métaphysique. On découvre 32 panneaux monochromes style trompe-l'œil, trompe-l'œil de la Renaissance. Et c'était une période de fascination un peu pour lui. Et en fait, ces panneaux font 2,30 m de haut sur 50 cm de large. Donc, ce sont des grands panneaux qui permettent de rétrécir une pièce. Et tout. On se retrouve dans un autre univers.
J'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a un film aussi qui dure 5 ou 7 minutes, qui retrace et qui est plein d'humour. Voilà, bon, il faut aller le voir. Oui, c'est vrai qu'il avait un travail quand même sur tout ce côté... non, je vais pas trouver le mot. Où il avait la notion de l'espace. Tout à fait. Il travaillait beaucoup, alors soit du trompe-l'œil, beaucoup sur tous les produits. C'est beau, c'est vraiment des beaux, il y a des paravents, les trompe-l'œil sont vraiment très très bien faits. Et voilà, et puis effectivement les paravents où on peut moduler l'espace. Exactement, voilà. Comme on le désire. Ouais. Il y a un atelier pour les enfants qui est disponible juste le 13 mai, parce que après là c'est passé. C'est pour les enfants à partir de 4 ans. C'est un atelier qui s'appelle Drôle de tête pour mon assiette. Donc c'est plein d'humour et très frais, où chacun est invité à décorer son assiette en s'inspirant du créateur. Voilà. Très bien, donc rendez-vous pris pour le 13 mai aux Arts Décoratifs pour les enfants à partir de 4 ans. Voilà, c'est rue de Rivoli et l'exposition... Alors l'exposition est jusqu'au 14 juin. 14 juin, très bien. Et alors, pour continuer sur Piero Fornasetti, il y a d'autres expositions qui ont lieu en ce moment sur le design, autour du design. Il y en a une à la Gaîté Lyrique qui s'appelle Oracle du design. Tout un programme qui a été donc la commissaire de l'exposition, c'est Lidvige. Si je ne me trompe pas, c'est pas facile à prononcer, Edelcourt, ou Edelcourt, qui est connu pour avoir un bureau de style qui s'appelle Lee Edelcourt. Voilà, on voit la vidéo de présentation de l'exposition. Et là, on revient aussi sur tout ce qui fait le design, donc toujours en lien avec Piero Fornasetti. C'est une exposition entre historicisme, là on voit une chaise Stark notamment, voilà, et on est aussi un peu sur du prospectif. Voilà, c'est à la Gaîté Lyrique. La présentation est bien faite avec un petit chat. Là, on voit il y a une chaise de Mark Newson. Voilà, plusieurs grands noms du design et pour essayer de comprendre un peu effectivement ce qui a été le design sur ces 50 dernières années. Voilà, on voit aussi un sac Kelly d'Hermès qui est rentré aussi dans le côté design. L'exposition est donc à la Gaîté Lyrique qui se trouve place Papin dans le 3e arrondissement. Voilà, et l'exposition est jusqu'au 5 juillet, il me semble aussi. Voilà, donc c'est à faire en lien avec Piero Fornasetti pour garder encore un peu l'esprit design. Parfait. C'est bien. Voilà, et pour continuer encore, je crois qu'on a zappé une étape tout à l'heure, c'était de parler de l'exposition sur les murs. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Au Crédit Municipal, voilà, bon là on continue à voir la vidéo de la Gaîté Lyrique. Alors, effectivement, allez-y pour voir un peu comment une papesse de la décoration qui est Lee Edelcourt et le bureau de style puisse avoir une image sur ce qu'est le design aujourd'hui. Donc ça, c'est la vidéo. Une autre ambiance, voilà. Donc là, on passe sur l'exposition. L'exposition sur les murs, 50 ans d'art urbain au Crédit Municipal. Voilà, c'est jusqu'au 13 juin. Donc en fait, ça parle de street art, bien sûr. Hein, donc, mais rattaché à la ville de Paris. En France, oui, à la ville de Paris principalement, puisque là il y a des artistes qui sont venus. Ça, c'est pendant le vernissage. Il y avait une belle ambiance. Ça, c'est Paella qui signe voilà, son livre, qui est là d'ailleurs, que nous avons, et oui, nous l'avons en exclusivité aussi, signé. Même dédicacé. Et oui, dédicacé. Catherine a passé la nuit au vernissage pour avoir sa dédicace. Exactement, c'est ça. D'où ma fatigue. Mais donc en fait, on y retrouve des œuvres de Jeff Aerosol, Mystique, Space Invader, Speedy Graffito, qui sont vraiment des références dans ce domaine-là. Oui, le livre est vraiment joli. Je pense que vous pouvez l'obtenir encore au Crédit Municipal. Bon, ça c'est vrai que c'est particulier. Oui. Donc c'est une expo qui est le panorama de production de 50 artistes, hein. Œuvres d'atelier, photos, création, de 60 à aujourd'hui.
C'est à redécouvrir des styles, des techniques, des supports différents et des messages qui sont aussi le reflet d'une société et d'une époque. On voit toute l'évolution. C'est vraiment intéressant. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Et sinon, si le street art vous est familier, vous allez pouvoir en fait vous retrouver dans d'autres ambiances et peut-être revoir des images qui vous ont frappé. Voilà. Oui, avec des artistes qui ont une patte reconnaissable. Tout je à pense fait. à Mystique. Alors je ne trouve pas Mystique non, je sais là, pas si elle est mais dedans. Là. Voilà, après. J'en sais rien. Je sais qu'il y avait quelques photos. Voilà, par exemple là, nous avons Tank. Voilà, sur la tout à page fait. ici, l'autre Tout à fait. page. Hop, voilà. Voilà. Voilà, donc une patte aussi reconnaissable. On a effectivement, donc pour les amoureux de street art, l'exposition est à faire. Pour les autres, ça permet de découvrir effectivement ce qu'est le street art. In situ, ce qui change un peu effectivement des galeries. Là, on a quelques photos, de l'exposition. Voilà, donc puisque maintenant le street art se décline beaucoup sur des supports facilement achetables en galerie. Oui, on n'est pas obligé d'acheter un mur. Voilà, non, maintenant on peut acheter juste un bout de carton ou une toile, voilà, donc... Ça casse peut-être un petit peu ça devient plus... c'est plus trop street art, effectivement, voilà, le terme est plus difficile à conserver. Après, il en reste toujours, voilà, on se promène sur des terrains vagues ou près des gares, etc. Il y a encore, ou dans des petites rues, il y a encore cet esprit. Mais c'est vrai que c'est en train de passer dans le domaine bankable. Voilà, on perd le caractère d'urgence ou de côté éphémère de l'œuvre, normalement, qui est censée disparaître. Bon, voilà, maintenant, elle ne disparaît plus, elle s'accroche au mur. Voilà, exactement. C'est plus du business. Alors, faut pas que ça tombe dans le business, parce que ça serait dommage en fait. Mais bon, en même temps, l'exposition est au Crédit Municipal, donc qui est une maison de vente aussi. Enfin, un Crédit Municipal. Les gens qui se bougent beaucoup, ils se bougent bien. Parce qu'on avait parlé d'une exposition il y a 2 mois ou 3 mois. Oui. De photos. De photos, absolument, ouais. Et c'est vrai qu'ils essayent d'ouvrir un maximum. Pour essayer de se faire connaître aussi, parce que c'est vrai que le Crédit Municipal, c'est quand même connu plus pour être le mont-de-piété. On a un peu une image vieillotte du lieu. Donc il y a des performances, il va y avoir une performance, que je vous dise pas de bêtises, je ne sais plus. Voilà, ça va plus du tout. Si, une performance le 13 à 19h avec Sunset et une initiation avec Gilbert Mazout. Voilà. Eh bien, donc après avoir laissé les enfants aux arts décoratifs, on peut aller taguer tranquille. Vous taguer tranquillement, voilà. Exactement. Tout ça, c'est pas très loin, ça reste à peu près dans le quartier très central. Oui, c'est dans le quartier. Voilà, parce que là, c'est dans le 3e arrondissement, rue des Francs-Bourgeois. Tout à fait. Voilà pour l'exposition sur le street art. Et donc, juste après la pause, nous allons enchaîner. Nous allons recevoir Lies Amadouche qui va nous parler de sa double actualité. Alors, est-ce que nous avons Lies? Nous avons un écran noir pour le moment. Ah voilà, Lies Amadouche, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation sur Coupe-Fil. Nous allons parler avec vous de votre double actualité qui consiste en une exposition au Collège des Bernardins, à Paris, et puis une exposition en galerie, à la galerie MC2 à Bruxelles, qui vient d'ouvrir en avril, si je dis pas de bêtises. Oui. Peut-être que pour commencer, nous allons passer le petit teaser du Collège des Bernardins sur votre exposition. Voilà, avec les commentaires de Gaël Charbot, qui est le commissaire de l'exposition et qui est le directeur artistique du Collège des Bernardins. Ok. Ah non, ça c'est le MC2. Oui, ça c'est la galerie MC2, c'est le teaser de la galerie MC2. Vous allez nous parler du coup plutôt de la galerie MC2, on va commencer par ça. Ah oui, avec plaisir. Nous commenter les œuvres peut-être. Oui, ça c'est une œuvre avec 60 trotteuses qui sont mises côte à côte et qui était une tentative d'élargissement de notre conscience du temps. Mon travail tourne autour de la perception du temps
comme sujet intrinsèque. Et souvent en rapport avec la norme, là vous aviez des trotteuses, donc évidemment c'est l'unité élémentaire du temps. Et là vous avez par exemple 3 disques qui tournent, chacun ayant un rythme bien défini. Il y en a un qui tourne à 1 tour par minute, l'autre qui tourne à 1 tour par heure et le troisième qui tourne à 1 tour par jour. Comme il contient du sable noir et blanc en proportion égale, ça crée des paysages qui changent et qui varient en fonction évidemment de la vitesse de rotation des disques. Ça, c'est une œuvre aussi qu'on retrouve au Collège des Bernardins notamment. Oui, voilà, mais on retrouve qu'un seul module en fait sur les 3, puisque c'est la seule pièce qui est un de mes travaux antérieurs. C'est-à-dire toutes les pièces qui sont faites au Bernardin sont des travaux in situ. Et là, les 3 disques, on peut les retrouver par contre à la galerie MC2 à Bruxelles. D'accord, et le choix de cette temporalité d'un tour par minute, 1 tour par heure, 1 tour par jour, oui. Ça se cale sur quoi? C'est-à-dire sur la question de rythme, puisque nous, en tant qu'humains, sommes régis par différents rythmes, les rythmes qui sont sociaux, le rendez-vous, le lever, le coucher, le sommeil, l'éveil. Et d'autres rythmes qui sont plus personnels, c'est-à-dire les rythmes circadiens, les rythmes du sommeil, les phases de sommeil, la phase de sommeil paradoxale, les siestes si vous en faites, enfin tous les rythmes qui vous sont intrinsèques. C'est-à-dire en fait, si je travaille sur le temps et si j'essaye de percevoir différents rythmes, c'est bien parce que le temps, c'est la perception la plus subjective que vous avez de l'existence. Et sur cette base-là, essayer de trouver des rythmes qui se mettent en phase avec le spectateur, ça permet de faire un pont entre moi et le spectateur. Et d'ailleurs, il y a eu une évolution, parce que si on compare les deux, ce que vous pourrez voir à la galerie MC2 à Bruxelles, qui est d'ailleurs 22 rue Ernest Allard, c'est juste à côté de la place du Sablon. Si vous allez à la galerie MC2, vous verrez des choses assez normées, c'est-à-dire basées vraiment sur l'unité de temps qui est la seconde. Et c'est une unité totalement arbitraire, hein. Parler du temps, c'est toujours très arbitraire. Enfin, ça l'est et ça l'est pas. Mais là, vous verrez des choses avec des trotteuses qui sont interactives. Vous verrez cette espèce de grande ligne de trotteuses qui forment une sinusoïde et qui se déploie comme une espèce de tentative d'élargissement de la conscience. Vous verrez aussi cette vidéo qui est une trotteuse qui se fragmente. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a à l'image, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une vidéoprojection d'une trotteuse qui se fragmente en autant de secondes qui se sont écoulées. C'est-à-dire quand il y a 1 seconde, il y a 1 morceau, 2 secondes, il y a 2 morceaux, 3 secondes, il y a 3 morceaux, jusqu'à ce qu'il y ait 60 morceaux et que le cycle se renouvelle. Elle est assez hypnotique d'ailleurs, cette vidéo. Oui, totalement. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure, avant de préparer l'émission. C'est assez pertinent comme remarque, puisque l'essentiel de mon travaux, certains de mes travaux en tout cas, sont directement inspirés de phénomènes d'induction hypnotique. Vraiment, hein, comme un hypnothérapeute clinique essaierait de mettre un patient en hypnose, j'utilise à peu près les mêmes dispositifs appliqués à des spectateurs. À la différence près que quand moi j'utilise un dispositif utilisé par un hypnothérapeute, il n'y a pas le feedback. Normalement, un hypnothérapeute va bien vérifier que vous avez fermé les yeux quand il vous demande de fermer les yeux, va bien vérifier que votre rythme de respiration s'est ralenti. Moi, j'ai pas tous ces éléments-là, j'ai pas tous ces outils-là. Quand je pose une pièce, une sculpture dans un endroit, je la pose et après je m'en vais. Si je reviens, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a de la maintenance à faire. mais à la rigueur, quand je pose le dispositif, il marche. Ou il marche pas, et s'il marche, j'aurai un bon commentaire sur le livre d'or, et s'il marche pas, les gens s'enfuiront. Mais toujours, et ça c'est le point commun entre la galerie MC2 et les Bernardins, l'idée c'est qu'il y a cette statistique un peu générique qui revient tout le temps disant qu'en moyenne un individu passe 7 secondes par œuvre d'art dans un musée. C'est une moyenne, ça veut rien dire, mais en même temps je trouve que ça veut dire beaucoup. Par rapport à la société dans laquelle on vit, l'espèce d'accélérationnisme et
et je pense que si mes dispositifs sont aussi inspirés de l'hypnose, des états modifiés de conscience, des états de transe, c'est pour essayer de prendre le temps et de le dilater, d'en faire autre chose que quelque chose de purement utilitaire, quelque chose qui vous ancre dans un espace, dans un moment. Et vous prenez en compte justement ces fameuses 7 secondes dans ces travaux ? Oui. Encore hier, je parlais avec un des spectateurs de l'exposition. Il m'a dit, vous savez, vous m'avez bien piégé dans votre expo. J'avais un rendez-vous et là, je suis un quart d'heure en retard. Ça, c'est du bonheur, ça, je trouve, pour vous. Ça devait être... C'est une jolie récompense, en fait, pour éviter de zapper des œuvres. Parce que c'est vrai qu'on zappe, les gens vont voir, mais on va très très vite, quoi. Toujours gagner du temps, pas prendre le temps de s'imprégner de l'œuvre, etc. Donc c'est bien, vous avez gagné... Vous avez gagné votre pari dans ces cas-là. Et justement, là, on va voir le teaser dont je vous parlais tout à l'heure sur le Collège des Bernardins, puisque le lieu est quand même assez fascinant aussi, on en parle juste après. Donc là, on va entendre Gaël Charbot qui va nous parler de votre œuvre. D'accord. J'ai proposé qu'on place le collège sous le signe de l'émergence. Nous avons donc invité un très jeune artiste qui s'appelle Lies Amadouche. Nous l'avons sollicité pour qu'il puisse s'emparer de ce lieu pendant plusieurs mois, qu'il puisse vraiment venir y travailler, venir l'arpenter, le mesurer, pour que les spectateurs puissent vraiment découvrir une œuvre totalement pensée pour cet espace de l'ancienne sacristie. Les colonnes, c'était ce qui m'intéressait le plus parce que visuellement, ça me faisait vraiment penser à des engrenages et à des choses que je travaille en ce moment. La visite de l'exposition se fait en pensant avec plein de références à l'exploration spatiale, à de l'hypertechnicité. En fait, moi, je suis un grand passionné d'hypnose, d'états modifiés de conscience. Et en fait, c'est des états que j'essaye de produire, mais avec des machines. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de cette ancienne sacristie, qui est vraiment un espace très minéral, fait de pierre, chargé d'histoire, il en soit arrivé à des questions qui sont très actuelles sur l'exploration de l'au-delà de notre planète. On a vu quelques œuvres qui sont présentées donc, dans cette sacristie. Alors, le Collège des Bernardins, effectivement, est un lieu qui a été rénové récemment, il y a 3-4 ans maintenant, avec une programmation d'art contemporain qui est menée par Gaël Charbot. Et donc souvent les expos ont lieu dans cette sacristie qu'on a pu voir, qui est quand même un bâtiment qui est un lieu très magnifique, mais qui est quand même très présent pour le coup, puisque l'architecture est quand même marquante. Donc comment on aborde ce lieu, cet espace, pour arriver à présenter une expo, sans se faire écraser par le lieu? Faut faire une expo avec le lieu. C'était quand Gaël Charbot m'a téléphoné en me disant je voudrais te proposer une exposition dans l'espace des Bernardins parce qu'il est le commissaire invité aux Bernardins. J'ai trouvé que c'était super et je lui ai directement demandé si je pouvais faire donc des œuvres in situ. Il m'a dit non, la condition c'est que tu ne fasses que des œuvres in situ par rapport au collège. Et donc en visitant le lieu, c'est vrai que je suis arrivé devant ces pierres qui ont 700 ans alors que j'en ai 27 et évidemment ça pèse. C'est même bluffant. On arrive avec une hauteur sous plafond de 15 mètres et on ne sait pas quoi faire de tout cet espace. Et heureusement, ce qui était super quand j'ai travaillé justement avec Gaël, c'est que lui, en plus d'être commissaire d'exposition, il est aussi critique d'art, ce qui fait que moi, je proposais des dispositifs, je montrais des œuvres, et j'étais aussi en résidence dans le lieu. Donc, c'est-à-dire que j'avais les clés, j'habitais la sacristie. J'y rentrais quand je voulais, et j'en sortais quand je voulais. Il faisait froid, donc j'y dormais pas, mais j'avais les clés. Et donc, je mettais mes dispositifs en place, et je lui disais, voilà, j'ai fait telle expérimentation, je regarde, j'ai posé ce miroir. Ça, par exemple, il y croyait pas du tout. Un simple miroir avec un diamant au bout, sur un axe qui est maintenu par un moteur.
Et ça fait un écho absolument magnifique, comme un gong, comme un bol tibétain. Je sais pas si vous avez entendu. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça fait une espèce une résonance dans cet espace qui ne peut exister que dans cet espace. C'est-à-dire sans aucune amplification, on a une espèce de respiration qui est vraiment la respiration de l'exposition. Et c'est parce que j'ai été en résidence pendant à peu près 4 mois au Collège des Bernardins et que j'ai eu tous ces échanges avec Gaël Charbot que j'ai pu proposer une exposition qui se tient. Alors oui, effectivement, cette exposition, alors je ne sais pas si le Collège des Bernardins vont apprécier, mais l'exposition se visite idéalement quasiment seule. Alors, c'est pas très sympathique à dire, mais effectivement, pour le coup... pour s'imprégner Voilà, pour s'imprégner du lieu. Et de... Effectivement, entendre ce son dont vous parliez sur le miroir, mais aussi de l'autre installation qui se trouve au centre avec ces lasers et j'ai appelé ça un gong, mais non, la pierre qui tombe à intervalles réguliers. Et voilà, qui fait trembler la sacristie. Voilà, ça, effectivement, ça se savoure un peu seul, malheureusement. Donc, effectivement, j'imagine que le collège préfère qu'il y ait un peu plus de monde, mais voilà, c'est vrai que soit en petit groupe, soit seul, voilà, l'immersion est quand même un peu plus totale. Ouais. Si vous voulez bien nous parler d'ailleurs de cette œuvre avec les lasers, là, qui reprend aussi un peu l'idée du jardin zen, mais un peu détournée. Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, le lieu est un lieu qui est chargé d'histoire. Il est notamment construit par des bâtisseurs qui étaient des moines à l'époque. Donc c'était des personnes qui avaient évidemment une dimension spirituelle, mais qui voyaient aussi l'infini dans les choses à travers la science, les mathématiques et plus précisément la géométrie. Et j'avais été au Japon il y a 2 ans. J'avais vu ce jardin zen qui est un jardin incroyable. C'est-à-dire dans la disposition, dans l'orchestration, mais pas que. Vous avez un tapis de kaolin, donc de pierre blanche, avec des ondulations circulaires partant des pierres, et vous avez un nombre de rochers très précis, vous en avez 15. Et ce jardin, vous pouvez le voir à partir d'une estrade qui est juste d'un côté du jardin. Et en vous déplaçant, vous voyez que parmi les 15 rochers, vous n'en verrez que 14. Tout le temps, vous en verrez que 14. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un rocher qui sera occulté. Et je trouvais ça absolument magnifique. C'est-à-dire ils ont fait je crois que c'est un jardin qui date du XIVe siècle et l'architecte du jardin a fait plein d'études à partir de diagrammes et de géométrie pour que, quelle que soit la position dont on observe les rochers, il y en ait toujours un qui manque. Et je trouve que c'est hyper poétique, c'est hyper beau, c'est très, très, très sensible comme approche. Et je me suis inspiré de ça pour faire ce dispositif dont vous parlez avec un laser. Moi, j'ai simplement pris un laser c'est un laser de niveau, c'est-à-dire un laser avec un fil à plomb et l'horizontale et la verticale. Et que vous pourrez voir dans n'importe quel chantier. Et je l'ai posé exactement au centre de l'architecture. En gros, pour en souligner les qualités géométriques intrinsèques. Et ce laser est répété et diffusé à l'infini par 15 miroirs qui, là, au lieu c'est-à-dire qu'il y en ait un qui soit occulté en permanence, essaye au contraire de multiplier les faisceaux à travers tout l'espace. Comme une espèce, c'est pas un faire-valoir, mais c'est vrai que c'est peut-être plus l'architecture qui est un écrin à cette installation. Et d'ailleurs, cette installation, c'est la seule trace de couleur dans l'exposition, parce qu'il y a une espèce d'ascétisme aussi dans le choix des matériaux, qui renvoie à l'exploration spatiale, comme en parlait Gaël Charbot tout à l'heure. Et ce laser, à chaque fois qu'il y a un autre dispositif qui est à côté, une sculpture avec un énorme cylindre en bois qui tombe à intervalles très réguliers toutes les minutes. Un cylindre qui peut faire penser à des cylindres de voitures, de véhicules, ou même à une pompe d'extraction d'essence, les anciens modèles d'extraction d'essence, ou même carrément à un satellite, parce que c'était ça mes inspirations. Et cet énorme gong, quand il tombe, ça fait un bruit, une espèce de détonation à travers tout l'espace, d'autant plus qu'il est amplifié par le caveau
qui est en dessous, qui est la tombe d'un des moines qui s'appelle Gunther, apparemment un moine éminent dans la vie du collège des Bernardins. Et c'est-à-dire à chaque fois que ce cylindre tombe dans le lieu, en plus de créer cette résonance, ça crée une espèce d'ondulation qui est propagée par le laser et par tous les miroirs. Et donc vous avez une espèce de reconfiguration de l'espace à chaque instant. Et c'est une espèce de référence au Big Bang, au multivers, à des choses un peu plus scientifiques qui ont rapport avec l'exploration spatiale et toutes les théories actuelles. Par exemple, même une théorie très simple, c'est le double état ondulatoire et particulaire de la lumière. Poser un laser, c'est ne serait-ce que souligner ça. Ça veut dire pour moi être entre le matériel et l'immatériel. Et la sacristie des Bernardins, c'est un peu ça. C'est-à-dire vous avez des grosses pierres, mais en même temps dans un lieu où la spiritualité et la recherche théologique, c'est la principale activité. Oui, et passer l'effet de surprise, effectivement, avec ce gong qui retentit toutes les minutes. Effectivement, il y a une déstabilisation après de l'espace qui se fait avec les lasers qui bougent. C'est assez impressionnant. C'est très très beau. Effectivement, je le redis, ça se vit en petits groupes. Voilà. Oui. C'est vrai qu'en dehors du vernissage, les groupes optimum, c'est 5 à 10 personnes. En dehors de ça, il y a des médiatrices aussi qui font la visite et qui sont vraiment super, des masters de philosophie et avec qui j'ai beaucoup parlé, qui enrichissent considérablement le travail et qui font la visite de petits groupes de 5 à 10 personnes. Je vais y aller. Ah oui, très très belle expo Oui. Jusqu'au 5 juillet, donc au Collège des Bernardins qui se trouve rue de Pontoise. Rue de Poissy. Rue de Poissy. Pardon, juste à côté de la rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement. Oui. Donc c'est Gaël Charbot qui est le directeur artistique du lieu. Petit clin d'œil aussi pour Gaël Charbot qui est dans le jury du Salon de Montrouge qui ouvre aujourd'hui. Et le Salon de Montrouge, je crois que vous connaissez très bien, Lies, puisque vous avez exposé là-bas. Malheureusement, j'ai pas exposé là-bas pour le moment, mais peut-être que... D'accord, écoutez, non, Gaël a dû vous repérer, je ne sais plus comment il vous avait repéré. Il m'a repéré à travers un concours qui s'appelle la Villa Emerige. Je crois que les inscriptions sont closes maintenant, mais c'est un concours tout à fait, tout aussi bien. Oui, effectivement, écoutez, c'est moi qui ai fait l'amalgame avec Gaël Charbot. Jusqu'à quand votre exposition, Lies ? Jusqu'au 5 juillet. 5 juillet. 5 juillet, voilà. Et pour la MC2, donc à Bruxelles, la commissaire d'expo, c'est Anne-Sophie Copin. Oui, c'est Anne-Sophie Copin. Et la date, je suis en train de voir, c'est jusqu'au... au 23 mai. 23 mai, pardon, voilà. Donc, 22. Ça, c'est rue Ernest Allard à Bruxelles, à côté des Sablons, effectivement. Voilà. Juste, on parle juste un petit peu, 30 secondes, parce que je pense qu'on va être limité sur le vernissage qui a lieu à la Ruche. Oui, on va. On vous laisse avec, on vous garde avec nous. Oui, on peut vous garder encore. Voilà. Restez avec nous. Merci en tout cas pour ce moment. Merci à vous de m'avoir reçu. Et nous allons effectivement passer au vernissage. Très rapidement, parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps, je pense. 5 minutes, oui, quand même. À peine. On va prendre le temps. Donc, après un jingle ou... Ah oui. Oui, c'est bien, on aime bien les jingles. Allez. J'ai pas le timing. Et ben voilà, donc ça y est, on va pouvoir parler. On passe après le jingle. Alors voilà, donc à la Ruche, le vendredi 15 mai à partir de 18h et aussi l'accueil se fera aussi dans l'atelier les samedis 16 et 17 de 15h à 16h. Donc l'exposition Léonard Léoni. Léonard Léoni qui... Je crois qu'on a des photos. Coup de cœur que tu as eu, super, Catherine. coup de cœur, voilà, coup de cœur. Moi, je vous invite à aller le voir et le rencontrer dans son atelier. Donc, il est né sur place, Léonard Léoni. Il a 82 ans. Et oui, il est né sur place. Il est né à la Ruche. Donc, c'est une des figures emblématiques de la Ruche. Et il est sculpteur, mosaïste. Il a travaillé pour Fernand Léger.
pour Chagall. Donc il les a tous rencontrés, quoi. Il a rencontré vraiment des gens assez fabuleux. En exemple, si vous prenez le métro, la station Cluny, Oui. ok, c'est lui qui a fait la mosaïque, en fait. C'est lui qui a travaillé dessus. Oui. Et oui, avec Mélano, quelqu'un d'autre qui s'appelait Mélano. D'accord, on va peut-être revenir aussi sur l'histoire de la ruche rapidement. Alors, qui est la un ruche. des grands lieux artistiques. Oui, 1902, c'était pris avec des éléments après la fermeture de l'exposition universelle de 1900. Oui. Voilà. Donc le lieu se trouve dans le 15e arrondissement. Alors, c'est dans le 15e, c'est 2 passages d'Anzig. Voilà, dans le 15e. Donc la ruche était en fait au départ pour aider les jeunes artistes sans ressources. Donc en fait il y a eu Modigliani, Marie Laurencin, Soutine qui ont vécu, qui ont été là hébergés et en même temps ça leur permettait d'avoir des ateliers. Oui. Voilà. Ouais, Et c'est un lieu ça existe encore. Il y a 60 artistes qui vivent encore à la ruche. Oui, c'est ça qui est beau, c'est que c'est un lieu encore Ouais, vivant. ça- Là, c'est assez amusant à faire puisque c'est un petit côté campagne à Paris. Tout à fait, tout à fait. Le lieu est assez Un atelier bucolique. de verdure, Ouais. un Mhm. petit écrin de verdure. Voilà. Donc il faut absolument aller le voir, ce monsieur. D'abord parce que c'est une figure et puis qu'il a des choses à présenter, des choses à vendre aussi. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même. Il faut quand même. Il est plus tout jeune, le monsieur. Il a Ah, 82 ans, voilà. donc il faut. Voilà, il a. Vous n'aviez pas donné son âge, mais effectivement, en ayant Mais si. côtoyé Chagall. Si, voilà, exactement. Ouais, c'est un peu. Et c'est Fernand un peu- Léger, voilà, ça situe un peu le personnage. Donc c'est Dans beau, ça. c'est poétique, c'est plein, c'est coloré, c'est plein de sensibilité. Donc il faut aller y faire un tour. Donc voilà, les œuvres sont présentées, j'imagine, là, dans la ruche elle-même. parce qu'on Tout à connaît fait, un peu tout à toute fait. cette verdure. Tout à fait. C'est dans la ruche. Donc l'atelier est ouvert et puis le vernissage est le vendredi 15 mai à partir de 18h. Et l'expo, et jusqu'à quand? L'expo Ça en fait pas. fer, ça dure que 2 jours. Ah, dis donc, Mais c'est oui. court. Donc c'est le samedi 16 et dimanche 17. Et c'est de 15h à 19h. C'est un Bon. monsieur âgé, donc voilà, il fait Il faut le l'expo. ménager, voilà. Il faut le ménager. Tout à fait. Bon, très bien. Donc ça, c'est la ruche. C'est très très court, 15-17 mai. Voilà. Allez-y. Allez-y, courez. Ça permet aussi effectivement de passer un petit... Un alors, joli pas le moment week-end complet, dans, non, un, mais, dans un lieu qui est un peu voilà. privilégié, un Oui, lieu où on ne peut mhm. pas rentrer comme ça. C'est parce Non, que c'est vrai. uniquement il y a ces journées d'ouverture d'ateliers. Voilà, et ça permet de voir la ruche, effectivement, qui est... un Mythique des... en fait, Voilà. c'est un lieu mythique. L'IS, d'ailleurs, vous qui êtes artiste, confronté à la recherche d'espace, vous avez un atelier dans Paris ou... C'est en cours de. Je suis en train de faire des concours pour que ça se fasse. Peut-être que j'aurai un atelier à la Cité des Arts de Paris d'ici l'année prochaine. Donc on va voir les réponses. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup l'IS. Merci. Et puis nous, l'émission se termine. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et donc nous, on se retrouve le 2 juin. Le 2 juin, Et tout à d'ici fait. là, vous pouvez nous retrouver sur Watch TV et aussi sur les box avec les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà, écoutez, Merci beaucoup. bonne future visite. Voilà, passez du temps, allez vous promener, allez visiter, découvrir. Voilà ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Oui, voilà, Hein, et on Pierre se retrouve le 2 juin pour faire état de tout ça. Tout à fait.